Et on est parti. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bon, on est déjà pas mal de connectés, mais on va attendre un petit peu que tout le monde ait le temps de finir de déjeuner et de s'installer confortablement devant ce webinaire. Pour patienter, donc je vais vous représenter un petit peu le principe des Open Hours de Scaleway. Donc les Open Hours, c'est 45 minutes tous les premiers mercredis du mois. À midi, vous avez la sirène des pompiers. À 13h, vous avez le débat Scaleway avec des partenaires d'exception qui nous accompagnent chaque mois. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une parole libre, une parole ouverte, de faire intervenir des gens dont c'est le métier, dont c'est le quotidien, et de les faire répondre à vos questions, à vos interrogations. Vous voyez à droite du chat un onglet questions. Donc n'hésitez pas à privilégier cet espace si vous voulez interagir ou si vous avez des questionnements. Vous pouvez aussi upvoter les questions qui ont été déjà posées pour nous aider un petit peu à hiérarchiser les questions les plus importantes et donc peut-être là où on pourra passer un petit peu plus de temps. Vous avez également un onglet sondage dans lequel on vous a posé deux petites questions, histoire de savoir un petit peu où chacun d'entre vous se situe et vos attentes de ces 45 minutes d'échange. Donc ça pourra peut-être nous aider aussi à favoriser certains points de vue par rapport à d'autres. Enfin, si vous êtes motivé, vous avez la possibilité d'ouvrir vos webcams, vos micros et de monter sur scène pour discuter avec nous de la thématique du mois. Et ce mois-ci, donc, on va s'interroger autour des notions de DevOps et surtout de multi-cloud. Donc, comment réussir à déployer simultanément en multi-cloud et en DevOps. Alors, multi-cloud, ça fait partie de ces mots, de ces gros mots un peu importants qui peuvent recouvrir tout un tas de réalités. Et c'est pourquoi on a voulu aujourd'hui s'accompagner d'experts, dont Julien, qui travaille chez Cycloid. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous représenter Scaleway. Si jamais vous n'êtes pas encore totalement familier. Donc aujourd'hui, on est le premier acteur de cloud public alternatif en Europe. On est une filiale du groupe Iliad. Donc on est les grands frères de Free, mieux vaut le dire dans ce sens-là. Et on a pour mission de défier le statu quo. Donc on se base sur 20 ans d'expertise. Aujourd'hui, on a une offre qui est triple play, on fait du data center, on fait des serveurs dédiés via Dedibox et du cloud via Elements. Et on essaie vraiment toujours de se baser sur les attentes des développeurs. On est très développeur orienté. C'est pourquoi on essaie toujours de choisir des formats open source, des standards compatibles sur le marché. Et voilà, aujourd'hui, on est 350 passionnés chez Scaleway qui travaillent tous les jours pour avoir une maîtrise totale de nos environnements technologiques et pour vous en faire profiter. Ceci étant dit, Julien, je te propose de prendre la main donc, pour nous dire un petit peu qui es-tu, d'où viens-tu, qui est Cycloïd et que nous proposes-tu aujourd'hui? Alors, pour me présenter en quelques mots, parce qu'on va essayer de faire ça court. Donc, je m'appelle Julien Six. J'ai principalement un background d'Ops, même si bon, j'ai quand même une casquette de développeur. Donc, j'ai principalement fait de l'infogérance dans ma carrière. Donc, j'ai ma dernière société, c'était Innovance, qui s'est par la suite fait racheter par Red Hat, où j'ai rencontré Benjamin Brial, qui a créé Cycloïd. Et donc, j'ai décidé de partir à l'aventure avec lui. Donc, me voici à Cycloïd, où je travaille principalement aujourd'hui sur la stratégie du produit. Du coup, je vais présenter Cycloïd. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Cycloïd? On fabrique un framework DevOps complet pour les entreprises. Notre produit va permettre de connecter les outils et les infrastructures cloud, mais aussi on-prem et hybride, tout en introduisant naturellement cette culture DevOps. Donc, en gros, les développeurs vont avoir la liberté d'utiliser Cycloïd en self-service, pouvoir déployer des services, des applications, des environnements, pendant que les ops assurent la gouvernance et contrôlent le coût des infras et gèrent la machinerie derrière le self-service de façon structurée grâce à l'infrastructure as code. Parce que derrière le self-service, il y a le self-service toujours le côté magie, mais bon, il y a toujours une machinerie derrière.
Il n'y a rien qui est magique sur le cloud, malheureusement. Donc, on a voulu garder une approche flexible pour faciliter la mise en place d'un véritable environnement DevOps sans sacrifier non plus aux obligations des clients, à la sécurité ou aux contraintes spécifiques de leurs organisations. Donc, en gros, si je devais résumer, on apporte une structure, un cadre, d'où le framework en fait, et la clarté nécessaire pour que les entreprises puissent accélérer et adopter l'approche et la culture DevOps qui leur conviennent au final. Voilà, je pense que ça adresse bien le portrait de Cycloïd. Parfait, je pense que c'était plus clair et plus concis que ce que j'ai pu vous présenter. Alors du coup, en face, pour avoir un petit peu de répondant face à ton expertise, on a sollicité Justin côté Scaleway. Donc Justin, je te propose de nous dire également un petit peu d'où tu viens, quel est ton parcours et puis pourquoi pas enchaîner directement sur ton ressenti vis-à-vis de la thématique du multi-cloud. Voilà. Ah, alors attends, Justin, il me semble que... je pense que micro coupé, Justin. Ben non, parce que je suis la personne en mute, il en faut bien une, de toute façon. C'était moi. Le minutage. Bonjour à tous. Ben, j'ai passé un peu plus de 7 ans chez HP à construire des clouds pour des clients, aussi bien des clouds publics que des clouds privés, et à faire du process et de la gestion de process pour ces divers clients. Ensuite, je suis parti dans une société qui s'appelle SCC, où là, j'ai aidé leurs clients à faire de l'open source, à découvrir le monde du DevOps et rentrer, on va dire, dans le 21e siècle de l'informatique, d'arrêter de tout faire à la main et de commencer à utiliser un peu des bonnes pratiques et l'automation. Voilà rapidement. Et aujourd'hui, important chez Scaleway, qu'est-ce que je fais? Je suis solution architecte chez Scaleway et je suis là pour aider nos clients à avoir des infrastructures, à répondre à leurs questions d'infrastructure sur des D-Box, Scaleway Element ou autres pour mettre en place leur service. Parfait. Du coup, alors, je vois qu'Anthony a posé la question, donc on va peut-être rentrer directement les pieds dans le plat. C'est quoi le multi-cloud? Donc peut-être d'abord pour toi, Justin, et puis peut-être après Julien, nous dire un petit peu ce que vous entendez par multi-cloud de votre côté. Bien sûr. Alors, le multi-cloud, ça peut être plusieurs choses, mais pour moi, le multi-cloud, c'est de pouvoir avoir des infrastructures sur différents providers, cloud providers, public, privé, pour différents types de workloads. En fait, pour moi, le multi-cloud, c'est pas partager un workload entre plusieurs cloud providers, c'est de choisir le bon provider pour le bon type de workload. Je vais avoir un workload qui n'est pas critique, où je ne veux pas payer beaucoup d'argent. Je vais essayer de trouver un cloud provider qui va me proposer, par exemple, du compute à pas cher. Je vais avoir besoin de spécifique sur de l'IA, et je sais qu'il y a des cloud providers qui sont spécialistes dans l'IA, et donc peut-être que je vais décider d'aller voir ce cloud provider qui va me permettre d'avoir les outils disponibles plus facilement, sans avoir besoin, moi, de réinventer la roue parce que je veux consommer du service. Voilà, dans les grandes lignes, pour moi, ce que c'est le multi-cloud. Oui, je suis assez raccord en fait avec le discours. Le multi-cloud, c'est vrai qu'on voit sur tous les blogs, il faut faire du multi-cloud, c'est vraiment le mot trendy, super tendance, mais souvent on oublie que c'est pas une finalité en soi. Le multi-cloud, c'est un moyen d'arriver à un but. Mais encore faut-il déjà identifier le but avant de mettre en place l'outil. Donc ce but-là, il peut être financier, peut-être pour des raisons de redondance, de fiabilité, mais bon, c'est avant tout un besoin à définir vraiment dès le début pour éviter que l'application elle soit développée avec des services managés qui enfermeraient l'application sur un cloud provider en particulier. Donc je pense que c'est vraiment des questions qu'il faut se poser au début et vraiment considérer le multi-cloud comme un moyen. Exactement. Le multi-cloud ne doit pas être un but avec juste une vision de quelqu'un qui a vu le mot multi-cloud et qui a dit qu'il faut absolument que notre entreprise soit multi-cloud, et une décision qui en fait va être prise dans du top management sans avoir jamais demandé aux gens qui sont dessous, donc les ops, le pourquoi du comment. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il y a dans beaucoup de projets, en fait, c'est dicté par la tête du groupe qui va dire il faut qu'on soit multi-cloud.
Et en fait, il n'y a pas forcément de vraie réflexion derrière sur pourquoi être multi-cloud et quel cloud utiliser et pourquoi. En fait, c'est cette question stratégique qui en fait est importante. C'est que si on fait du multi-cloud, pourquoi on veut faire du multi-cloud? Quelle est la stratégie appliquée à ce multi-cloud? Parce que, en fait, en faisant du multi-cloud, on se rajoute une part de complexité, toujours, vu que il faut qu'on forme les gens sur ces différents clouds. Il y a des services qui sont différents, il y a des problématiques potentiellement réseau, sécurité qui vont être aussi différentes et les workloads aussi qu'on va falloir faire fonctionner. Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir externaliser tous nos workloads sur du cloud ou est-ce que ça peut être une bonne idée de réfléchir à ce qu'on veut externaliser? En fait, comme dans tout projet de migration, c'est qu'est-ce qu'on veut migrer et pourquoi on veut le migrer et où on veut le migrer. C'est ça, et puis en plus, le fait même externaliser différents workloads, il suffit juste qu'il y ait une interdépendance entre les deux, que le workload A ait besoin du workload B pour fonctionner. Si le workload B n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu une panne chez le provider, le workload A sera en panne aussi. Donc du coup, au final, le risque systémique, il augmente en fait des fois d'être en multi-cloud s'il vraiment il a mal été pensé. Donc faut vraiment que ce soit fait en bonne intelligence, quoi. Très bien. Alors du coup, j'en profite également, alors c'est un petit peu dans la continuité, j'ai l'impression, de ce qui est dit, mais avec la question de Marc, donc Marc qui parle de coût, en fait, du coût du trafic. Et donc, il parle notamment de l'egress, forcément, chez AWS. Alors nous, bon, vous n'êtes pas sans savoir que chez Scaleway, l'egress n'est pas facturé à partir des instances, en tout cas. Mais je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est-à-dire on en parlait hier, avoir les fronts chez AWS et la base de données chez Scaleway ou réciproquement, ça n'a pas trop de sens du coup. Ça rejoint un petit peu ce que vous étiez en train d'expliquer. Ouais, clairement, ça n'a aucun sens. Il suffit juste d'avoir les bases de données qui plantent, l'application ne fonctionne plus, ou même les frontaux qui plantent, ça ne fonctionne plus. Et pire encore, effectivement, c'est le trafic généré derrière. C'est-à-dire qu'il va falloir à la fois maintenir le tunnel, alors IPsec ou enfin peu importe la technologie, mais du coup, c'est un coût déjà humain à maintenir le réseau, à être là, ok, il y a un incident ou n'importe quoi. Puis comme en plus c'est un tunnel, ça veut dire que il peut y avoir un problème à l'entrée, mais aussi à la sortie. Donc du coup, suivant en plus le provider, il peut y avoir un problème ne serait-ce que sur le tunnel. Et après, effectivement, c'est très dur à estimer parce que ça va dépendre vraiment du trafic qu'on fait passer dedans. Généralement, la bonne pratique, c'est de mettre des instances qui ont besoin de communiquer entre elles, de les mettre au plus près l'une des autres. C'est du bon sens en vrai. Sur le principe, c'est du bon sens. Mais après, c'est vrai qu'on va éviter, puisqu'il y a des coûts qui sont engendrés par ça, de faire transiter beaucoup de trafic entre les deux réseaux, quoi. Du coup, enfin, dans ce que vous dites et en particulier dans ce que tu dis, Julien, c'est à la fois, donc comme vous disiez précédemment, une question de bonne stratégie de positionnement de curseur et en fait de bon découpage de ce que tu es en train de mettre en place. Vous avez des exemples, même génériques en fait, de réussite, d'échec sur le sujet? Il y a un quick win dans le multi-cloud qui est assez souvent utilisé. En fait, c'est l'externalisation des backups. Aujourd'hui, on a énormément de logiciels de backup qui permettent de faire du stockage sur des volumes object de type S3 par exemple. Et en fait, le quick win, c'est d'avoir son infrastructure chez le cloud provider 1 et d'avoir son robot de sauvegarde qui va aller envoyer toutes les datas dans un cloud provider B. Et là, on se prémunit des problématiques de panne des pertes de data sur le cloud 1, sur le cloud principal. Et aussi, on va limiter le coût. En général, l'ingress sur le stockage objet est rarement payant. Et donc, ça marche très vite, ça marche très facilement. Ça, c'est un quick win sur le multi-cloud. Tout à fait. C'est ça, du PRA. Le PRA, ça peut être intéressant de le penser multi-cloud. On a vu récemment avec l'incident OVH, malheureusement, je pense que beaucoup de gens ont pris conscience de ça en se disant, c'est l'impensable en fait qui est arrivé. Jusqu'à maintenant, voilà, il y avait des systèmes qui étaient mis en place. On pensait pas que ça arriverait, ou en tout cas, si ça arriverait, ce serait très localisé.
Et en fait, on voit bien aussi qu'il y a des dommages collatéraux qui sont arrivés. Il y a eu une partie de l'Internet français qui est tombée en panne. Et en fait, il y a plein de gens qui se sont dit, ah bah mince, on avait tous nos backups au même endroit, on avait tout au même endroit. Et c'est là où, en fait, quand les gens se sont aperçus qu'ils n'avaient pas de PRA, ils avaient pas pensé à comment on reprendrait l'activité. Et c'est là où c'est important de réfléchir, d'avoir une vraie stratégie là-dessus, de se dire, je peux remonter mon activité ailleurs si besoin, ou en tout cas, j'ai la donnée, à défaut d'avoir tout le système déjà mis en place. En vrai, quand c'est automatisé, quand c'était fait d'une façon intelligente, d'une façon DevOps, avec de l'infrastructure as code, etc., à moins qu'on dépende vraiment d'un service, comme par exemple, s'il faut citer un exemple, je vais dire AWS Cognito, par exemple, qui est la partie le service manager d'authentification d'Amazon. Si on utilise ce service-là, on a le SDK, on est vraiment dépendant d'Amazon. Ça va être compliqué demain de migrer sans avoir à refaire l'application. Donc du coup, il va y avoir des coûts de développement, etc. Et ça peut être embêtant. Mais si on a pensé son infrastructure de façon à être la plus déplaçable, en fin de compte, genre via du Kubernetes, qui est l'exemple, je pense, de la réussite même du multi-cloud. Si on a pensé cette infrastructure comme ça, même si on n'a pas une autre infra qui tourne en parallèle, ne serait-ce que d'avoir les backups mis sur un autre cloud provider, ça permet de remonter une infrastructure assez rapidement. En moins d'une journée, le service est redémarré et ça fonctionne. Vas-y, Justin. Finalement, cet incident, même s'il a fait mal à beaucoup de monde, il est peut-être intéressant parce qu'il a permis de se rendre compte que le cloud, c'est pas magique. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont oublié quand ils avaient le data center chez eux. Ils avaient leur PRA, ils avaient un deuxième data center où ils avaient un plan de repli, ils savaient comment faire. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont parties dans le cloud et qui se sont dit, le cloud, ça marche, juste ça marche, ça tombera pas. On va pas lire les petites lignes des contrats et en fait, ils sont tombés dans le piège. Ce piège-là. Et aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de gens qui reviennent et qui se posent la question du comment je fais mon PRA dans le cloud. Et je pense que c'est très bien. C'est une très bonne chose que les gens se remettent à repenser à ça, parce que c'est très important. Ça n'a jamais disparu, en fait. C'est juste qu'on avait oublié. Et c'est un signe, on le remet en lumière. Et même si on l'a dit, c'est très triste ce qui s'est passé. C'était difficile pour tout le monde. Mais je crois qu'il y a cet effet positif et que les gens ont pris conscience et on recommence à avoir des bonnes pratiques, à mettre des bonnes pratiques dans l'IT et c'est super important. Ça permet vraiment de se reposer les bonnes questions et de remettre l'humain au final au centre c'est pas les outils qui vont piloter, c'est l'humain qui pilote et qui prend les bonnes décisions avant d'utiliser les bons outils. Exactement, ouais. Oui, donc ça revient toujours à la trinité, la techno, les process et les hommes. Du coup, les hommes avec un H majuscule, des compétences. Alors, je vais essayer de rebondir là-dessus. Alors, c'est un exercice qui est pas simple. Je vais essayer de regrouper à la fois plusieurs questions et des remarques parce que je vois Thibaut dans le chat qui dit que c'est un autre sujet, c'est le vendor locking. Je sais qu'on en a aussi parlé pendant les répètes hier. Alors, je vais enchaîner aussi sur quelques questions. Hein. Donc, Eric dit est-ce que Scaleway n'est pas le meilleur sur tous les sujets? Donc, je réponds oui, évidemment. Mais la question d'Eric peut-être sur si le cloud provider. Exactement. On peut rebondir peut-être là-dessus. Ouais. On est d'accord. Donc alors j'essaie de wrap up parce qu'on va essayer de répondre à des questions évidemment. Donc si le provider cloud propose plusieurs régions comme Scaleway pour les sauvegardes, il n'y a pas besoin de faire du multi-cloud. Alors j'ai l'impression que alors je vais peut-être aussi boucler avec la question de Ludovic ou la remarque qui dit j'ai l'impression qu'Object Storage me garantit des backups plutôt que de les envoyer chez AWS. Donc, en gros, dans les grosses mailles, c'est la question des standards, de l'open source et du vendor locking. Alors, il y a un truc qui, on avait une question de persistance des données où je me dis, si je suis chez Scaleway, j'ai pas besoin d'être multi-cloud parce que j'ai 3 régions et ça c'est vrai. Mais c'est de la gestion de risque qu'on appelle ça. Et en fait, il y a tout simplement quelque chose qui est bête, qui peut arriver à n'importe quelle entreprise, c'est qu'elle peut disparaître. Aucune entreprise est à l'abri de disparaître. Donc, si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, potentiellement, si demain votre hébergeur qui a plusieurs régions met la clé sous la porte, vous n'avez plus vos data. Un des intérêts d'être multi-cloud, justement là-dedans, c'est de se prémunir de ce genre de problème. Encore une fois, c'est quel est votre modèle de risque
parce qu'il y a des entreprises pour lesquelles il y a aucun souci. Voilà, je suis une entreprise qui fait du web commerce et j'ai des backups chez moi et je vais pouvoir redéployer dans un autre cloud provider très très facilement. Finalement, le cloud, c'est juste une commodité, peu importe son nom. Et puis, il y en a d'autres où les workloads, où les datas sont plus critiques et on va avoir besoin de s'assurer. Voilà, des fois, il y a juste des questions réglementaires. On est obligé de ne pas avoir d'avoir les datas répliquées dans plusieurs pays ou plusieurs continents. Donc, ça peut aussi répondre à ce genre de questions. Et j'ai pas la suite, je me rappelle pas de la suite, donc. Non, puis oui, je pense que tu as raison, puis ça dépend aussi de la promesse que chaque entreprise fait à ses propres clients. Et comme tu dis, quelle part de risque il est capable d'admettre. C'est-à-dire que, par exemple, avoir 1 heure de downtime dans le mois, ça peut être à la fois catastrophique pour certaines entreprises et relativement anecdotique pour d'autres. Donc voilà, il n'y a pas de secret magique. Donc oui, voilà, c'était sur Object Storage, sur les backups qu'on propose plutôt de faire chez Scaleway plutôt que de les envoyer chez AWS. Alors peut-être on va en profiter pour mettre, je te mets la petite casquette commerciale, Justin. Chez Scaleway, on est quand même très compatible avec les standards de l'industrie, n'est-ce pas? Voilà, je n'avais pas vu cette question venir. J'ai fait beaucoup de théâtre. Moi aussi, ça. Oui. En fait, dans le contexte multi-cloud, nous, ce qu'on a essayé de faire chez Scaleway, c'est déjà, on est très orienté développeur. Par exemple, on est API first. Tout ce qu'il y a chez nous est disponible en API avant d'être disponible, par exemple, sur notre console. Tout est documenté. On met à disposition des SDK dans différents langages, Python, Go et sûrement d'autres. Et ensuite, on essaie de s'intégrer avec les outils leader du marché. Par exemple, aujourd'hui, sur l'infrastructure as code, on maintient des connecteurs Terraform qui sont aussi validés par Terraform. Donc ça, c'est important pour ce côté interopérabilité. Pareil, pour notre solution capsule qui est en fait du Kubernetes managé, voilà, donc on a choisi Kubernetes. Encore une fois, on aurait pu partir sur une solution on-med pour faire l'orchestration de conteneurs, mais non, on est parti sur une solution open source. Pareil, pour notre stockage d'objets, on aurait pu choisir n'importe quelle technologie, n'importe quel protocole. On a décidé aussi de partir sur le standard du marché qui aujourd'hui est S3. Donc ça permet une interopérabilité et ça permet d'être multi-cloud parce que si demain vous devez passer un workload de chez n'importe quel cloud provider qui fait du S3 chez nous, et ça va marcher. Ça va marcher parce qu'on est compliant S3. Voilà. Parfait. Alors du coup, pour pas qu'il y ait de jaloux, Julien, j'imagine que toi aussi, du coup, chez Cyclone. Alors je sais pas. Alors, je suis pas un expert total, évidemment. J'ai une question d'Arnaud. Alors peut-être ça pourra faire la passerelle. Est-ce qu'on dispose des solutions pour gérer ou adresser du multi-cloud, du cloud hybride? Voilà. Donc du coup, comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce qu'on a aujourd'hui, est-ce que l'écosystème est équipé pour répondre à ce genre de scénario? Alors, oui et non. C'est une question un peu vaste et complexe par rapport au multi-cloud, parce qu'en fait, chaque cloud provider, enfin pour moi, c'est vraiment ma vision personnelle, un cloud provider, c'est avant tout des services managés. Parce que sinon, après, si le but c'est juste faire du storage, du compute, etc., on est purement sur la recherche du coût le plus faible, mais au final, c'est à l'Obs de tout faire par lui-même. Et dans ces cas-là, le moins cher, ça reste encore l'auto-hébergement, si on y réfléchit. Donc le but pour moi, c'est vraiment le service managé. Et quand on parle de service managé, derrière, ça va demander aussi une expertise d'un point de vue humain, d'un point de vue d'un ops, pour connaître justement quel service manager répond à quel besoin. Je vais prendre le grand leader que tout le monde connaît, Amazon, qui a 200 services managés différents. Ces 200-là, ça nécessite une expertise pour savoir lequel correspond à quel besoin. Et si en plus, il faut monter en compétence sur tous les autres, GCP, Azure, Alibaba, Scaleway, etc., c'est impossible pour un simple humain de tous les connaître et surtout se tenir à jour parce qu'ils arrivent à sortir à chaque keynote une trentaine de nouveaux services. Donc, ça reste compliqué. Donc,
Nous, ce qu'on essaie de faire à Cycloid, voilà, c'est d'être compatible avec plusieurs cloud providers dans l'optique de laisser choisir les entreprises, donc choisir l'ops, mais aussi la politique de l'entreprise, hein, le bon cloud provider adapté au bon service, mais sans non plus forcer un cloud provider en particulier, parce que ce serait facile de dire on fait que du AWS et puis voilà. Non, justement, ce choix de cloud provider est très souvent drivé par ce que je disais, les compétences internes des DevOps, de la politique d'entreprise, et du coup, c'est vraiment un choix très personnel. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre au cœur du problème le DevOps, où le DevOps, derrière, il va fabriquer ce qu'on appelle une stack, créer le bon code Terraform qui va bien pour pouvoir déployer le service managé. Et comme ça le met à libre disposition dans l'entreprise. L'entreprise, derrière, peut décider de déployer une stack capsule sur Scaleway. On a une stack Kubernetes qui gère AWS, GCP, qui gère Azure, et donc Scaleway, parce qu'on est passé chez Scaleway récemment. Avant, on avait notre propre Kubernetes. Maintenant, on est sur le service managé capsule, et puis voilà, et du coup, c'est intégré. Voilà, il y a la stack Kubernetes qui est là, et via Cycloid, par exemple, on peut gérer plusieurs cloud providers, mais ça reste au choix de l'entreprise. Alors, après, il y a des services managés, on arrive à trouver un dénominateur commun. Là, je citais Kubernetes, tout le monde est parti sur Kubernetes parce que c'est la solution standard aujourd'hui. C'est vrai pour certains services qu'on va retrouver chez les uns, chez les autres. Après, il y a des services qui seront propres à un cloud provider. Et ça, c'est plus dur parce que du coup, ça nécessite une implémentation très précise pour uniquement ce cloud provider-là. Ok. Merci à tous les deux. Moi, il y avait une question, justement, dans le chat, Erwan répond. Il y avait une question sur les éditeurs SaaS. Et je sais qu'il y en a dans les participants. Il y en a qui s'occupent de l'infra chez des éditeurs. Donc, ouais, si jamais, alors c'est vraiment pas le sujet de mettre qui que ce soit en porte-à-faux ou quoi, mais voilà, si Erwan, effectivement, il confirme, ou là, je pourrais pas mal en parler de ce sujet sur la question donc qu'avait posé Sylvain. Erwan, si tu as envie, c'est vraiment pas obligatoire, mais si tu as envie ou si tu as en possibilité de venir avec nous, franchement, c'est avec plaisir. C'est une petite chose qu'on s'était dit avec Kevin, qu'on aimerait bien que quelqu'un monte sur scène, peut-être vu qu'il y a des questions hyper intéressantes et pour participer dans la discussion avec nous. Donc peut-être juste prendre celle-là. Voilà. Pour la petite histoire, en fait, en attendant qu'Erwan réponde, je l'ai vu en train de répondre. C'est un ami, un ancien collègue aussi. Donc, c'est pour ça que je me permets de Ah oui, c'est le client mystère. Ouais, c'est ça. C'est l'assistant du magicien qui arrive. Je pas préparé, mais je prends un peu de liberté du coup pour lui proposer ça. Bon, écoute, comme tu es, Erwan, on peut t'inviter à, voilà, dis-nous si tu veux en parler. Sinon, peut-être on peut rebondir sur le sondage à propos du DevOps. Je sais pas si vous avez répondu au sondage. Donc, il y a un sondage qui dit quel est votre niveau de maturité en matière de DevOps dans votre organisation. Donc, avec des réponses, c'est quoi le DevOps? On commence à s'y intéresser. On a commencé à implémenter en DevOps. On a un stade avancé. On est des DevOps Ninja. Voilà. Si vous voulez répondre, et peut-être après, ça donnera lieu peut-être une discussion plus sur cette thématique-là, et pour faire aussi le lien dans tout ce qu'on vient de se dire sur la problématique multi-cloud. Est-ce qu'à un moment, c'est pas là qu'intervient le DevOps? Et en attendant, peut-être que je sais pas si Julien et Justin, vous avez des remarques complémentaires à ce sujet en attendant que tout le monde réponde. Ouais, il y a déjà une bonne nouvelle, c'est que personne n'a marqué c'est quoi le DevOps. Donc, c'est-à-dire qu'on a un public de qualité. Merci à tous. Il faut dire que ça fait partie aussi des termes qu'on entend et qui peuvent parfois sembler un peu galvaudés malgré tout. Donc peut-être, je sais que tous les deux, vous avez peut-être une définition qui est raccord sur le rôle d'un DevOps, surtout dans le genre de stratégie de multi-cloud qu'on vient d'évoquer. Donc je ne sais pas, est-ce que
Si on a rien à ajouter, on peut continuer à défiler les questions. Hein. On n'est pas obligé de. Non, mais ça peut être bien d'aligner parce que c'est vrai que DevOps, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois parce que c'est dans notre communication. Mais c'est vrai que c'est bien d'aligner les gens là-dessus parce qu'en fait, c'est un mot valise qu'on entend à tout va par tout le monde et en fin de compte, j'ai l'impression que personne parle de la même chose à chaque fois que j'entends ce mot. Donc en fait, je pense que le DevOps, on parle de 3 choses différentes. Il y a d'abord la culture d'entreprise. La culture justement de désiloter les organisations, qu'on ait des services qui parlent entre eux et qui se renvoient pas la balle, mais qui avancent vraiment dans une direction commune. Je pense qu'on a aussi la compétence, l'humain, celui qui va faire. Aujourd'hui, très souvent, on a tendance à dire les ops, c'est des DevOps, alors que c'est un peu différent. Le DevOps, c'est l'ops, mais qui va faire un pas vers le développeur pour justement mettre en place toute cette automatisation dont le développeur a besoin et qui du coup pousse un cran plus loin le côté simplement traiter des tickets. Et enfin, je pense c'est aussi les outils. On a eu tout un nouveau écosystème qui est arrivé ces dernières décennies avec de l'infrastructure as code, une nouvelle façon de revoir les infrastructures où c'est plus un simple technicien qui se déplace dans un data center avec sa clé USB pour booter. C'est l'exemple dont on parlait à Justin la dernière fois et je le trouve assez vrai. Il y avait l'Ops qui faisait avec le PXE et puis il y avait l'Ops qui faisait avec sa clé USB. Et voilà, on voit la différence déjà d'automatisation déjà à l'époque et aujourd'hui on est dans une ère où on automatise encore plus, où aujourd'hui c'est le maître mot, c'est avoir des API un peu partout, interconnectés. On est dans l'IoT du serveur, quoi. C'est un peu l'idée. Ouais. Moi, je rajouterais juste que DevOps, pour moi, c'est pas des gens, c'est une organisation. Donc, ça, pour confirmer ce que tu dis, hein. Parce que moi, quand j'entends des gens qui disent je suis DevOps, non, tu es dans une organisation qui fait du DevOps, qui est DevOps. Et une autre chose, tu as juste parlé des devs des ops qui vont vers les devs, et moi je pense aussi la chose importante, c'est les devs qui vont vers les ops. Pour avoir mis en place chez un ancien client une vraie organisation de DevOps, le jour où les devs ont fait partie des astreintes, ça a été le jour et la nuit. D'un seul coup, les tests où personne ne voulait faire des tests pour les applications dans le CI/CD, continuous intégration, continuous développement, donc tous les outils qui vont permettre de déployer le code et valider que le code fonctionne. Et ben, le premier dev qui s'est fait son astreinte et qui s'est fait réveiller à 2h du matin, ben le lendemain, il a poussé toute l'équipe pour qu'on fasse un gros pipeline avec beaucoup de tests. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est arrêter de déployer les vendredis soirs à 18h, hein, au début. Voilà, donc il y a eu ça, il y a eu cette grosse réorganisation dans les équipes. Les devs se sont mis à regarder comment ça marchait l'opération, et les ops ont aussi regardé comment ça marchait le développement. Et après quelques mois, on a eu une équipe qui était soudée, qui fonctionnait comme une seule tête, et tout fonctionnait bien. On faisait des déploiements H24 parce que finalement tout le monde avait confiance dans ce qui se passait, et ça c'est très important. Se lever la nuit, ça responsabilise. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte, mais quand être DevOps, c'est aussi être responsable de ce qu'on livre. Et aujourd'hui, on avait beaucoup cette déresponsabilisation dans les entreprises. Hein. Y a les gens qui font les choix, il y a les gens qui les subissent. Voilà, ça rejoint le multi-cloud. Hein. Y a les gens qui disent qu'il faut être multi-cloud. Pourquoi, comment? Ça, c'est pas grave, c'est toi technique, tu vas t'occuper, tu vas te débrouiller de savoir pourquoi et comment. Voilà. Ouais, c'est vraiment ce que j'entendais par désiloter, c'est vraiment le côté voilà, ça travaille ensemble en fin de compte que DevOps, c'est pas juste j'ai mon livrable, maintenant tu te débrouilles avec, c'est au contraire, c'est le livrable, il appartient à tout le monde et tout le monde est dans la même galère, tout le monde va se lever la nuit, donc faut qu'on fasse ça ensemble, quoi. Du coup, mais c'est bien c'est effectivement bien d'avoir là dans ce que vous dites et dans la redéfinition de ce terme qui est vraiment plus une orientation d'organisation qu'un job au final, comme vient de dire Justin. Il y a une vraie responsabilité, comme vous le rappelez, et l'idée aussi, c'est un peu de raccrocher les wagons, comme Julien vient de le faire avec ce qu'on se dit sur le multi-cloud. En fait, la responsabilité d'une organisation orientée DevOps qui peut aller tirer ce fil-là au final, et ça passe par ça fait aussi pour moi écho à moi qui ne suis pas DevOps, donc écho qui ne sont pas directement liés à une organisation DevOps, à ce que vous disiez sur la responsabilité des humains au final. Et quelque part, là, en disant ça, on remet en face la responsabilité de la bonne organisation que tu es en train de mettre en place, que tu as mis en place, quoi, pour le multi-cloud, justement. Je sais pas si on peut tirer un peu le fil histoire de raccrocher les wagons là-dessus.
Ou si on a tout dit, peut-être. Hein. Ouais, je pense que, en gros, il reste. Bon, on va essayer de se tenir à un certain timing. Il nous reste à peu près une petite dizaine de minutes. Donc, Julien, Justin, ce que je vous propose, c'est qu'on plonge ensemble dans l'onglet questions. On picorez un petit peu les questions qui vous intéressent, qui vous tapent à l'œil, sur lesquelles vous souhaitez répondre. Je vais répondre à Renaud Nat dans le chat. Hein. Non, en fait, avec le DevOps, si tout est bien fait, tu peux déployer 50 fois par jour, tous les jours de la semaine, au milieu de la nuit, quand tu veux, parce que tu es confiant dans ce que tu fais. Je suis assez d'accord, j'allais justement prendre la même question, parce que nous, au début, c'était ça. Au début, on disait pas de déploiement le vendredi, on aimerait bien passer notre week-end tranquille. Et en vrai, plus on va être backé par des tests end-to-end, plus on va être backé par les tests unitaires, etc. Enfin, surtout par les end-to-end, en vrai. Quand on va mettre en place dans le process de livrable, de la QA, etc., au final, il n'y a pas de raison. Et mieux encore, si on est capable de rollback, si on a les bons process pour pouvoir rollback, etc., en vrai, la livraison le vendredi, pourquoi pas. Pourquoi pas. D'ailleurs, il y a GitHub qui a fait un article, je crois, qui est sorti cette semaine sur les feature flags et autres. Pouvoir avoir du canary testing, d'avoir 20% d'utilisateurs qui vont être impactés par une feature en particulier, pour la rollback instantanément si on voit qu'il y a des erreurs dans le monitoring qui se passent, et mieux encore, que les devs soient capables de le faire, que les devs soient impliqués sur c'est ma feature, c'est moi qui l'active, c'est moi qui l'enlève si je vois qu'il y a des problèmes, parce que je suis capable d'avoir accès aux métriques que l'Ops m'a mis en place et m'a donné accès, c'est encore mieux, c'est que du coup tout le monde est impliqué, et pourquoi pas en vrai faire des livraisons le vendredi. Je pense que c'est à la fois un message qui fait plaisir à certains et qui fait très peur à d'autres. Mais par contre, c'est toute une organisation à mettre en place. C'est sûr qu'il faut changer un peu l'état d'esprit. C'est comme on disait tout à l'heure, responsabiliser les gens. En vrai. Si chacun dit non, moi j'ai pas envie d'être impliqué, j'ai pas envie de, forcément on n'avance pas. Si tout le monde y va reculons, c'est compliqué de mettre ce genre de pratique en place. Et oui, dans ces cas-là, personne ne déploiera le vendredi, et on restera avec les contraintes, quoi. Comme le disait Julien, il n'y a rien qui est magique. On fait de l'informatique, c'est des gens. Et il faut du temps pour mettre en place. Hein. Tu ne peux pas te dire le lundi que mercredi, on sera DevOps et qu'on déploiera tout automatiquement le jeudi. Ça prend du temps, c'est beaucoup de travail. Mais je pense que c'est aussi une chose qui est très importante, parce que on a une liberté d'esprit qui est quand même très grande, et la sérénité, c'est quand même très, très agréable. Ouais, tout à fait. Nous, c'est vraiment l'approche qu'on a prise, en tout cas à Cycloid. Notre framework, on le fait pour ça. C'est vraiment donner cette transparence, donner cette visibilité. Et c'est pour ça c'est comme ça qu'on essaie de faciliter la transition DevOps. Ça fait pas tout. Il y aura du coaching interne à faire, et tout un paradigme à changer. Mais en tout cas, d'un point de vue outils et workflow, ça passe avant tout par de la transparence et de la communication. Cool. Franchement, non, c'est bien. J'aime bien un petit peu ce niveau de discussion. Ça change un peu pour des webinaires, on va dire. Du coup, je vous laisse un peu de temps parcourir les questions dans l'onglet. Faites-vous plaisir, c'est les dernières minutes, donc s'il y a un truc qui vous tape à l'œil, c'est le moment. Alors, oui, j'ai une question. Donc, Julien, vos clients font-ils vraiment du multi-cloud? Alors là, comme ça, j'aurais pas de pourcentage à donner en vrai, parce que c'est pas forcément une donnée qu'on essaye d'extraire. Donc, en vrai, je sais pas trop, mais les quelques clients que j'ai en tête, majoritairement, ça dépend vraiment. En fait, c'est vraiment des projets, c'est-à-dire qu'ils mettent pas un projet A sur un cloud provider A et B. Ça va vraiment être un projet A sur un cloud provider A et un projet B sur un cloud provider B. Pour des raisons de coût, parce que le workload avait un besoin précis. Et généralement, après, c'est plutôt des exports, des consolidations de données qui sont récupérées entre des projets, mais c'est pas des projets qui fonctionnent de concert comme avec du Kubernetes. Après, c'est l'exemple que j'ai en tête sur nos clients actuels. Il y a des clients peut-être on-prem qui ont une activité plus globale en tant que MSP, qui vont avoir eux-mêmes des sous-clients qui ont plus de
cas, de cas d'usage différents, quoi. Parfait. Ouais, donc il y a Eric qui explique effectivement que le DevOps, ça donne l'impression à la DSI de donner trop de pouvoir aux équipes. C'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on ressentait au début du cloud, où il y a certains, en général, il y a des acteurs du changement et puis il y a des acteurs du non-changement qui ont toujours peur un petit peu de perdre la main sur leur cœur de métier. On en revient toujours au choix un petit peu de gouvernance, aux grandes directions. J'imagine que vous avez déjà dû être confronté à ce genre de situation. Si jamais dans le chat aujourd'hui qui regarde la vidéo en replay, on a des champions qui veulent qui veulent essayer de promouvoir une certaine vision du multi-cloud, comme on vient de l'évoquer ensemble. Est-ce que vous aurez des conseils, des ressources, des choses sur lesquelles s'appuyer, si ce n'est vos excellents conseils Il y a l'expérience personnelle, en fait, mais c'est le cloud aussi en général. Hein. Tout n'est pas bon à migrer dans le cloud ou à migrer en multi-cloud. J'ai eu un client à une époque qui faisait du transcoding de vidéo avec des appliances hardware qui s'en occupaient. Et donc, c'est des appliances qui coûtent cher, qui sont très performantes. Et le but, c'était d'externaliser tout ça parce qu'on veut vider nos data centers pour partir vers le cloud. Et après quelques benches chez divers providers avec divers softwares, on se rend compte que on n'a pas les performances. Le prix de la bande passante qui potentiellement est là, ou du stockage qui est dans le cloud, on se rend compte qu'on n'arrive pas avec le software à être aussi performant qu'avec le hardware dont on dispose. Donc, le but, ça a été de vider le data center le plus possible, d'en trouver un nouveau pour mettre ces éléments qui ne sont pas déplaçables aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de solution unique. Le cloud, c'est pas la solution à tous les problèmes de la Terre. Le multi-cloud, c'est pas non plus la solution à tous les problèmes que vous avez dans le cloud. Il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de solutions, en fait, et il faut juste y réfléchir et pas partir bien en tête parce qu'on a lu un article, justement. Il y avait un très bon article qui était « On n'est pas tous Google ». On n'a pas tous les mêmes problématiques. Et ça, c'est très important de ne pas non plus se comparer trop à ce que font les autres. Voilà, Netflix, les gens ils vont parler Netflix, ils vont expliquer, oui, Netflix, ils n'ont rien à eux. Oui, mais c'est un cas d'usage spécifique. Netflix, c'est des gens qui un jour sont arrivés à des problématiques de révocation de clés TLS, de certificats TLS, parce qu'ils en avaient des millions à gérer et c'était quelque chose qui n'était jamais arrivé à personne. Et c'est eux qui ont pondu une RFC pour résoudre ce problème. Donc, il faut regarder ce qu'on fait, regarder les entreprises qui sont dans le même secteur pour s'inspirer, regarder qu'est-ce qui est fait. Les entreprises qui font la même taille, qui font les mêmes types de workload. Mais il n'y a pas de solution unique à tous les problèmes. Ça, c'est important. Et tous les gens qui vont dire on peut tout faire, j'ai un outil, il fait tout. C'est sûrement que l'outil ne fait pas grand-chose. Basiquement, hein, après, si quelqu'un arrive et me montre l'outil magique qui fait tout, moi je suis très preneur. Et je pense que c'est plus des outils qui sont spécialisés dans un certain domaine qui vont fonctionner mieux. Parce qu'on est focus sur ce qu'on fait. C'est comme notre métier. Hein, si demain on se met Scaleway à vendre des aspirateurs, je pense qu'on sera un peu moins bon sur les aspirateurs, où ça veut dire qu'on lâche les serveurs ou le cloud, et donc on sera moins bon sur le cloud. C'est sûr. Il y a une question aussi, enfin c'est pas vraiment posé comme une question, mais que je trouve ça intéressant. C'est le DevOps donne l'impression à la DSI de donner trop de pouvoir au DevOps. S'il y a des DSI qui nous regardent, soyez rassurés, il y a moyen de contrôler tout ça. Je pense, comme on disait tout à l'heure, c'est une question d'organisation et de process. Et au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, on a moyen de structurer encore mieux les choses. Je pense notamment avec des logiciels comme OPA, qui est Open Policy Agent, qui permet derrière d'écrire des règles, et notamment il y a un connecteur pour Terraform qui permet derrière d'écrire des règles, d'avoir une vraie politique d'entreprise. On travaille avec des grands groupes qui d'ailleurs, c'est la première chose qu'ils nous ont demandé, c'est ce côté gouvernance. Comment je peux m'assurer que c'est pas open bar pour le côté self-service, que c'est pas que mes DevOps vont pas me déployer des instances 5x larges, etc. Justement, c'est via des policies qui permettent de contrôler ça, et du coup, il faut juste se mettre d'accord d'un point de vue DSI sur qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas, et après donner le bon niveau d'accréditation aux gens et s'assurer que justement à chaque changement, c'est l'avantage des nouvelles technologies aujourd'hui avec l'infrastructure as code, on est capable d'auditer
les changements qui vont être faits, les changements qui ont été faits aussi, et derrière de pouvoir contrôler tout ça. Donc au contraire, moi je trouve que c'est même l'inverse. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'avoir beaucoup plus de contrôle qu'à une certaine époque où effectivement c'était vraiment open bar, quoi. Parfait. Excusez-moi, j'étais préoccupé par ma batterie qui descend dramatiquement. C'est une façon bien malhabile de vous exprimer qu'on arrive au bout de cette heure. Donc du coup, je sais pas, alors je vais vous laisser peut-être un dernier mot de la fin à tous. Alors bon, peut-être on a essayé de faire quelque chose de pertinent sans trop être des vendeurs de Scaleway ou de Cycloïd. C'est peut-être le moment je sais pas, d'en dire quelques mots et d'inciter les gens qui nous regardent à nous faire confiance du coup, sur cette thématique. Justin, tu veux y aller? J'allais te proposer de commencer. Ah, trop tard, j'ai dit en premier. Oui, bah si je devais résumer cette conversation et mon point de vue, je dirais qu'on a des cloud providers qui fonctionnent bien dans ce qu'ils font. Leur plus-value, ça reste le service managé. Donc après, il appartient à l'humain de choisir le bon service managé au bon endroit et surtout faire une architecture qui a du sens, avec du bon sens. D'où le métier de solution architecte, justement. Pour moi, c'est typiquement une expertise qui sert à ça, de faire le bon choix. Et donc du coup, pour moi, après, on a des DevOps qui vont gérer ça. Les DevOps, on sait que c'est compliqué à recruter. Trouver le bon expert sur le bon cloud provider qui connaît bien les outils, c'est compliqué, ça coûte cher à l'entreprise. Et du coup, on a une ressource qui est rare, difficile à scaler. Et justement, il faut trouver les bons process, les bons outils qui permettent de pas tout mettre non plus sur les épaules du DevOps, mais de travailler en bonne collaboration tous ensemble. Et je vais te reparaphraser, parce que pour moi, le plus important, c'est de réfléchir à ce qu'on veut faire. On veut faire du multi-cloud, oui, mais pourquoi qu'est-ce qu'on veut faire avant de se dire où est-ce qu'on va le faire, et c'est d'essayer d'être rationnel aussi, de ne pas s'étaler sur 12 clouds, parce que voilà, c'est plus on va avoir de providers différents, plus ça va être difficile à maîtriser, aussi bien en termes humains, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, mais il y a aussi le côté financier, où il va falloir gérer la facturation dans plusieurs cloud providers, plusieurs endroits, plusieurs techniques. Donc c'est de rationaliser ce qu'on est en train de faire et de penser à quel est notre métier. Les outils, c'est bien, mais pas oublier pourquoi on a fabriqué ces outils, pourquoi on les met en place. Parfait. Merci beaucoup, Vincent, je t'en prie. Ouais, non, juste, en fait, si on tire une conclusion de la problématique initiale qu'on avait posée, déployer simultanément en multicloud et en DevOps, c'est le combo parfait. Moi, de ce que disent Julien et Justin, c'est un peu, ça dépend de vous et on est là pour vous guider au final. Enfin, c'est un peu ça fait un peu facile comme réponse, mais en fait, en vrai, je trouve ça a vraiment transpiré dans vos réponses à tous les deux. Ça dépend de vous, faites les bons choix et appuyez-vous sur nous à l'occasion d'ailleurs. Mais pour ça, mais je pense que c'est une belle conclusion. Et voilà. Ouais, bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a un peu on pourra continuer à en parler pendant des heures, donc n'hésitez pas. Donc vous avez Cycloïd, allez lire leurs articles de blog, allez les contacter, allez les pinguer, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux parce que encore une fois, ils sont capables de vous aider, ils ont des solutions qui vont dans ce sens-là. Nous, on a des CSA d'exception. Alors, il y a Justin aujourd'hui, mais il n'est pas seul, heureusement. Donc, on a un Slack community où vous pouvez venir vraiment parler avec nos CSA, nos DevOps. Le fait d'être un acteur français, européen, ça nous donne une proximité. Donc, profitez-en. On est capable de vous aider, on est capable de vous guider, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pense, n'hésitez pas à venir faire un pas vers nous. De toute manière, on va vous envoyer un mail avec le replay. On va vous mettre peut-être un petit sondage, alors n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, bien sûr. Et puis surtout, si vous voulez qu'on continue cette discussion, pareil, envoyez-nous un message, faites-le nous savoir, et puis on fera en sorte que ça se passe, évidemment. Alors, je vais vous envoyer le lien. Et voilà, et donc comme le dit très bien Vincent, avec la sirène des pompiers, tous les premiers mercredis du mois, bim,
on parle pendant 45 minutes. Donc, je pense que le mois prochain, alors Vincent, si on veut éventer un secret, je pense qu'on aura un autre partenaire, ça sera certainement autour de l'open source. On aimerait parler d'open source. Voilà. Voilà. Et c'est à confirmer, mais ouais, moi, j'aimerais bien en tout cas que ça aille dans ce sens-là. Parfait. Bon, bah, merci encore Justin, merci Julien. Je sais que vous avez mis beaucoup de temps pour préparer cet événement. Voilà, parce que c'est toujours un exercice un petit peu compliqué de nous laisser rouler à une libre parole, mais je pense que c'est appréciable et apprécié. Voilà, ça sera tout. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Salut. Au revoir.